Un podcast, c'est le meilleur moyen de rencontrer du monde et de te faire ton réseau. Et ça, c'est peut-être un des risques aussi quand on est jeune, et c'est lié, je pense, à quelque chose qui est assez profond, qui est l'espèce de syndrome de l'imposteur. Quand on est collab, c'est un cercle qui est hyper vicieux. Si tu veux t'associer, on me dit il faut des clients. Et vu que j'ai bossé beaucoup et que je n'étais pas présent, j'ai pas eu le temps de développer les clients. Oublier l'expertise et penser plus à la cible. Pas chercher à trop vendre, mais vendre des choses qui sont simples, faciles à faire, que tu peux scaler. Des points les plus importants, je pense, de cette session, c'est savoir s'entourer de partenaires. Salut Arthur, tu m'entends? Très bien, et toi? Ah voilà, ah voilà. Bonjour à tous. Merci Arthur de nous rejoindre. Alors, on va attendre 2 minutes que nos participants nous rejoignent. Donc vous pouvez voir sur la gauche qu'il y a la possibilité de poser des questions. Je connecte. Voilà. Donc sur le côté, il y a un chat sur lequel certains d'entre vous ont déjà mis, on a dit bonjour à tous. Vous allez aussi avoir pendant le déroulé du webinaire des sondages auxquels vous pourrez répondre. Je me chargerai, Arthur, de transmettre les résultats des sondages et les questions éventuelles. Donc n'hésitez pas à les poser, on vous répondra peut-être pas tout de suite parce que Arthur aura peut-être prévu d'en parler après, mais je me chargerai bien de les relayer. Est-ce que la conférence est enregistrée pour un replay? Oui, comme toujours. Vous pouvez retrouver tous nos webinaires sur notre média à destination des avocats qui s'appelle Maîtrise pour Justifit. On vous enverra un lien à la suite de la conférence, d'ici une semaine. Vous pouvez retrouver sur Maîtrise, je vais vous envoyer le lien tout de suite dans le chat. Vous pouvez trouver le lien vers d'ailleurs tous nos webinaires. Avec à chaque fois un résumé, un article et puis le replay. Je vous le renvoie tout de suite. Vous pouvez le trouver dans le... Voilà, j'envoie le lien. Vous savez. On va peut-être y aller. Arthur, si ça te va. Donc pour le dérouler rapidement, je vais présenter Arthur. Arthur, je te laisserai la parole. Parfois, je te poserai peut-être des questions. Et puis après, il y aura 10 minutes de questions à la fin pour ceux qui veulent creuser certains points. Donc pour me présenter rapidement, donc moi, je suis la directrice de Justifit. Justifit, c'est une plateforme qui permet aux avocats de développer leur business en les mettant en contact avec des justiciables. On a tous les mois 12 000 mises en contact entre des avocats et des justiciables qui ont un problème juridique. C'est aussi un média, puisque ça permet aux avocats de développer leur visibilité. Ils ont un espace sur notre plateforme qui leur permet de se présenter. On peut aussi les accompagner sur la création de vidéos et d'articles. Et puis enfin, c'est aussi une boîte à outils digitale. On offre à nos membres, donc on a 2000 membres aujourd'hui, la possibilité d'avoir un outil de paiement, de créer des rendez-vous avec un paiement intégré, un mini CRM avec la possibilité d'envoyer des pièces jointes, de mettre des notes, de créer des conventions d'honoraires, donc plein de choses. Et Justifit, quand je disais que c'est un média pour les avocats, c'est aussi un média pour les justiciables. On a eu 10 millions de Français qui avaient un problème juridique, qui ont cherché et trouvé une information sur Justifit. Alors Arthur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Moi, je te suis depuis plusieurs années. Ça fait longtemps que tu es un influenceur, si on peut dire, dans le milieu juridique. J'étais. Tu étais. Tu as aussi été un avocat. Je suis toujours. Tu es toujours. Aujourd'hui, tu travailles chez EY. Ernst & Young, EY. Ernst & Young. Et tu t'occupes des offres de conseil en transformation de la fonction juridique. Voilà. Et puis, tu es aussi professeur sur tout ce qui est les legal operations dans des universités. Tu as créé beaucoup de contenu. Et petite anecdote, tu as été primé dans le classement Vanity Fair des 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes en 2020. Bravo. Très impressionnant. Merci, je te laisse la parole. Aujourd'hui, nous allons parler des jeunes avocats et comment les aider à s'installer. Donc, je te passe la parole. Merci beaucoup, mais depuis quelques jours, j'ai 31 ans, donc maintenant, ça n'a plus trop de valeur, malheureusement. Je ne fais plus partie des jeunes, donc voilà. 40 ans, alors.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Il faut un nouveau classement alors, il faut le classement de GQ. Ça serait bien. Et en tout cas, merci beaucoup, Pauline. Heureux de te retrouver parce que ça faisait on avait travaillé ensemble il y a à peu près 4 ans. Et donc là, je suis content de pouvoir échanger de nouveau avec toi. Et bonjour à toutes et à tous qui sont présents. Pour le coup, n'hésitez vraiment pas à poser toutes les questions que vous voulez parce que voilà, l'objectif, c'est que ce soit quand même assez interactif. Moi, dans ce genre de format, ce que j'aime, c'est il n'y a pas de questions taboues, il n'y a pas de langue de bois, on peut parler de tout. Donc vraiment, là-dessus, n'hésitez pas. Donc, comme l'a dit, voilà, je rappelle rapidement, mais comme l'a dit très justement Pauline, donc maintenant je suis chez EY et je m'occupe de tout ce qui est LegalOps. Je ne sais pas si vous connaissez tous, mais concrètement, le LegalOps, c'est une nouvelle matière qui est apparue il y a à peu près 5-6 ans, plus en Angleterre, aux États-Unis, qui est entrée dans les cabinets d'avocats, qui est la transformation de la fonction juridique, concrètement, et des directions juridiques de manière générale. Donc concrètement, je suis avocat encore, mais je m'occupe de tout ce qui n'est pas juridique dans la direction juridique, et notamment toute une partie legal tech qui est très présente pour réussir à délivrer du droit un petit peu différemment. Donc voilà, je travaille avec des directions juridiques de toute taille sur leur projet de transformation. Et pourquoi, en fait, vous allez vous dire, qu'est-ce que fait un mec d'EY, un séminaire qui parle d'installation? Parce que je travaille dans un cabinet. Parce qu'en fait, bon, concrètement, voilà, moi, j'ai peut-être un parcours un petit peu atypique, c'est-à-dire que, en fait, j'ai pris le chemin un peu inverse que font beaucoup de gens, c'est-à-dire que je me suis d'abord installé et ensuite j'ai rejoint un cabinet. Enfin, après l'école du barreau, j'ai fait à peu près 9 mois de collab. Initialement, j'étais en droit social et je sentais qu'au fond de moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce que je faisais. J'étais dans un gros cabinet d'affaires et en fait, je me rendais compte qu'en tant que collaborateur junior, forcément, tu passes beaucoup de temps, bah, tout simplement, voilà, à livrer derrière ton PC, à faire des contrats, à faire des notes, etc. Et moi, j'avais envie de la relation client. J'avais au fond de moi cette envie de me développer, de rencontrer du monde, de participer à plein d'événements auxquels je ne pouvais pas aller parce que bah, j'étais collaborateur et donc astreint à des horaires. Et donc, j'avais enfin, on va dire, cette volonté un peu irrationnelle de faire autre chose et d'être beaucoup plus indépendant. Et je me suis retrouvé, donc au bout de quelques mois, enfin au bout d'à peu près 1 an de collab, à avoir 2 vies. Une vie au cabinet la journée où je faisais des contrats et une vie le soir où je commençais à faire du réseau, à développer des choses, où je commençais à avoir de la clientèle personnelle. Et à un moment, il faut faire un choix parce que sinon, en fait, on fait un burn-out. Et donc, du coup, j'ai choisi de me lancer dans le grand bain et qui fait qu'en fait, donc je me suis mis à mon compte, cette fois pas sur le social, mais sur du LegalOps. Je faisais partie des premiers cabinets indépendants, en tout cas, à s'être lancé sur le secteur. Et pendant 3 ans, j'ai développé une activité de conseil auprès notamment de direction juridique. Et tout n'a pas été le plus simple possible, hein. Il y a des phases compliquées, je pourrais vous l'expliquer. Notamment, moi, vu que j'ai le nez creux, je me suis mis à mon compte 1 mois et demi avant le confinement. Donc, donc, qui fait que le lancement n'a pas été forcément celui que j'avais prévu. Mais voilà, et en fait, il s'avère que EY a commencé à développer ensuite derrière ses offres de LegalOps et ils m'ont proposé de venir développer la practice chez eux. Donc, j'ai rejoint au bout de 3 ans le cabinet EY. Donc voilà, parcours un petit peu inversé, d'abord indé et ensuite en cabinet. Mais en fait, c'est ça qui est assez intéressant dans ce qu'on va voir aujourd'hui, je pense que mon parcours d'indépendant, d'installation, en fait, a été essentiel pour ce que je fais aujourd'hui en cabinet et pour la place que j'ai et les responsabilités que j'ai. Parce qu'en fait, en tant qu'indépendant, j'ai réussi à apprendre quand même beaucoup de choses, que ce soit sur la relation client, que ce soit sur les outils. J'ai appris des soft skills qui étaient, je pense, assez, en tout cas aujourd'hui assez clés. Et en fait, aujourd'hui, chez EY, la position que j'ai en termes de relations clients, de positionnement médiatique, communication, etc., je ne l'aurais jamais eu si j'étais pas passé par la case indépendant et si j'avais pas eu le chemin que j'ai eu avant. Donc je pense que peut-être s'il y a un premier message, peut-être introductif à passer, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de parcours type. C'est-à-dire que c'est pas
rien n'est jamais irrémédiable. Les carrières sont de plus en plus dissolues dans le droit, notamment dans le droit, mais pas que, de plus en plus diverses. Vous pouvez vous lancer tard, vous pouvez vous lancer tôt, vous pouvez revenir en cabinet, vous pouvez vous pouvez partir en direction juridique. Il y a beaucoup de choses. Et même de manière générale, changer d'expertise. C'est-à-dire, vous pouvez être collab avec une expertise et ensuite vous mettre à votre compte sur autre chose ou enrichir votre expertise d'autres domaines. Aujourd'hui, en tant qu'avocat, vous avez la tête bien faite. Vous pouvez globalement réussir à parler de tout et être bon dans tout. Il faut juste concrètement être capable d'identifier les signaux faibles et éventuellement toucher de nouveaux marchés. Et c'est ça qui est assez génial dans le monde du droit qu'on vit actuellement, c'est que tous les ans, il y a plein de nouvelles matières qui arrivent. Voilà, moi, c'était toute la partie Legal Tech, Legal Ops il y a 5 ans. En ce moment, je pense au droit de la RSE, au droit de l'ESG, etc. Moi, je connais plein de jeunes qui, forcément, qui n'ont pas été formés, il n'y a pas de master, il n'y a pas d'école dessus, et qui se mettent à leur compte parce qu'ils sont hyper flexibles, parce qu'ils ont envie parce qu'ils auront plus de marge de manœuvre en cabinet pour développer et lancer de nouvelles expertises. Et donc, du coup, voilà, je pense que peut-être ce message introductif de flexibilité était assez important. Et il ne faut pas se mettre, si je peux mettre l'expression, la rate au courbouillon, de savoir est-ce que je m'installe sur quoi, machin, est-ce que c'est pas trop tard, est-ce que c'est pas fini, est-ce que je peux revenir en arrière. Oui, on peut faire plein de choses différentes. Et je pense que c'est quelque chose, en fait, s'installer. Je ne sais pas si vous êtes installé aujourd'hui à votre compte. Je crois qu'il y a un sondage qui a été mis dessus, je crois, sur aujourd'hui. Quel est votre... Antoine qui travaille avec moi va le lancer. Donc, quand vous verrez les questions, répondez. Voilà, il est lancé. Je vais me charger Tu peux continuer, je me charge. Et en fait, s'installer, c'est quelque chose d'assez, on va dire, c'est quelque chose d'assez irrationnel. Alors oui, on peut toujours faire le business model Canva et travailler, et on va le voir, évidemment, il y a des méthodologies, etc. Il y a plein de choses. Mais avant tout, avant même que ce soit une question des enjeux économiques, c'est quelque chose que vous avez en vous. C'est-à-dire, c'est être tout simplement en cohérence avec qui vous êtes à l'instant T. Moi, je sais qu'en tant que collab, quand je suis sorti d'école, j'étais pas heureux. J'avais cette envie de faire plein de choses. J'admirais certains avocats entrepreneurs, certains entrepreneurs de manière générale, et je voulais être comme eux. Et c'est ça qui a été le moteur. C'était pas initialement une question de se dire je vais gagner plus ou pas. C'était vraiment ça. Et vous l'avez en vous, vous l'avez pas en vous, vous le sentez pas. C'est vraiment ça, je pense, le premier critère et le premier marqueur qui me semble assez essentiel à avoir. Alors Arthur, donc les participants, pour la moitié, c'est un projet en réflexion. Et pour l'autre moitié, ils ont déjà sauté le pas. Et il y a une personne que ça n'intéresse pas, mais qu'on remercie. Ouais, mais c'est très bien. Et ça n'a pas intéressé tout le monde aussi. C'est-à-dire qu'on parle de l'installation comme l'alpha et l'oméga. Parfois, il y a des gens, c'est pas leur truc. C'est pas leur truc, ils sont pas faits pour ça. Ils n'ont pas cette envie de prise de risque, parce que s'installer, c'est une prise de risque. C'est se dire, voilà, parce qu'en fait, là, on parle de s'installer jeune. Et c'est vrai que je me suis posé la question, en fait, est-ce qu'il y a un bon moment pour s'installer? En fait, la vérité, c'est qu'il n'y a jamais de bon moment pour s'installer. S'installer, c'est une prise de risque. Quand tu es trop jeune, tu vas dire j'ai pas d'expérience, j'ai pas d'argent, etc. J'ai pas de réseau. Quand tu es plus âgé, tu vas dire non, j'ai des enfants en bas âge, etc. C'est compliqué. Et après, tu vas te dire non, c'est trop tard, j'ai été habitué à un style de vie, etc. C'est compliqué. Donc en soi, il n'y a jamais de bon moment pour s'installer. Et si vous réfléchissez trop, je pense que vous ne vous installez pas pour la plupart. C'est quelque chose en tout cas que c'est un tempérament, c'est un mindset, on en parlera un petit peu, mais que vous avez en vous. Et il faut simplement saisir ce momentum et se dire ok, très bien, j'y vais, je franchis le pas. Et pour le coup, voilà, là j'ai peut-être parlé de choses un petit peu négatives, prise de risque, etc. Mais en fait, c'est hyper riche. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que s'installer jeune, notamment, je trouve que moi, c'est vrai que si vous avez le tempérament, je peux que vous inciter, parce que tout à l'heure, je vous parlais des soft skills que j'ai eu chez EY, mais que j'ai appris et que maintenant j'utilise chez EY. Je trouve que s'installer jeune, c'est développer ces soft skills hyper rapidement. C'est-à-dire
réussir à savoir se pitcher, faire des belles propositions commerciales, développer votre relationnel, votre réseau. C'est sûr que plus tôt vous commencez à le développer, plus il sera étoffé et plus vous pourrez l'utiliser dans un contexte ou dans l'autre. Et donc ça, en termes de bénéfices, c'est quelque chose qui est assez clé. Moi, parfois, on me demande de former des associés de mon cabinet sur savoir pitcher. J'ai 20 ans de moins. Donc, c'est quelque chose qui est assez fou. Pareil, l'avantage, je pense, quand on est jeune avocat, c'est que concrètement, on a un capital sympathie auprès des clients. C'est-à-dire qu'un jeune avocat, il y a cette forme de sincérité dans la communication, dans le relationnel, qui permet de toucher en fait certains clients qu'on n'aurait pas forcément réussi à toucher plus vieux. Alors oui, il y a des clients qu'on ne peut pas avoir tout de suite, mais il y en a plein d'autres sur lesquels on peut faire des choses. Et même par rapport au réseau, il y a beaucoup d'associations. Moi, je travaille avec le Cercle Montesquieu ou la FGE, mais il y en a plein d'autres dans plein de domaines. Ils apprécient avoir des personnes jeunes. Ça change, entre guillemets, de la clique d'associés de 45, 50 ans qui voient à chaque fois. Et si on est un petit peu malin, on peut se positionner dans des trucs un petit peu haut de gamme assez rapidement. Et concrètement, voilà, c'est pas ça vous permet à s'installer jeune. C'est aussi, je pense, éviter de tomber dans une forme de routine ou de confort en étant monopolisé par plein de dossiers, etc. Voilà, on apprend très vite une forme de rigueur d'esprit. Donc voilà un petit peu pour moi ce que je voyais sur les avantages de l'installation jeune. Après, tout dépend ce qu'on appelle jeune, mais c'est vrai que ce que moi je constate de plus en plus, je donne des cours à l'EFB, à l'EDAC, il y a de plus en plus d'étudiants qui veulent s'installer tout de suite après l'école. Ça, c'est quelque chose que je vois de plus en plus, qui viennent me poser des questions. Donc là, je pense que en tout cas, on assiste à un phénomène de fond. Et ce phénomène, je pense, qui est corrélé à la volonté, au fait qu'on est beaucoup plus indépendant, votre génération, la nouvelle génération est beaucoup plus entrepreneuriale que les autres, et aussi de manière générale, la déceptivité qu'ont pu connaître beaucoup de jeunes avocats dans des cabinets. C'est-à-dire que voilà, avant c'était difficile, aujourd'hui ça l'est encore, mais je pense que la différence entre avant et maintenant, c'est que ça se sait, et que les pratiques dans tel ou tel cabinet se savent, parfois des pratiques qui sont très négatives, et ça voilà, je vais pas forcément vous l'apprendre. Ça parle de plus en plus, on a moins l'impression qu'on est seul et qu'on est fou, mais on peut constater des problèmes de fond dans les cabinets et la profession, et donc forcément l'installation, c'est ça. Pour moi, la dynamique d'installation qui est de plus en plus jeune est aussi liée à ça. Après, voilà, c'est pas forcément un parcours, un long fleuve tranquille, parce que concrètement, voilà, s'installer, voilà, c'est très bien, ça donne envie, c'est chouette, mais quand on est jeune avocat, forcément, ça peut poser quelques petites difficultés, en tout cas à très court terme. Et les jeunes avocats sont confrontés à des challenges. Voilà, c'est sûr que quand toi, tu es jeune avocat, ben, tu n'as pas la réputation, la crédibilité de quelqu'un qui est plus âgé. C'est sûr que quand tu es jeune avocat, globalement, tu as un peu moins de moyens, donc c'est compliqué d'investir dans des très gros locaux, d'investir dans des grosses actions de communication, etc. C'est sûr que quand tu es jeune, ben, forcément, tu as moins d'expérience, donc tu n'as pas de clients historiques. Et de manière générale, aussi sorti d'école et jeune avocat, tu as une maturité professionnelle, même s'il y a des exceptions, et on est tous différents, mais globalement qui est un peu moins importante que certains qui ont plus de bouteilles. Je pense à la relation client. Moi, personnellement, mes premiers pitch clients, c'était n'importe quoi. J'avais 27 ans, je sortais d'école, etc. 26 ans, je sortais d'école, c'était n'importe quoi. Je savais pas forcément comment les gérer, comment les manager, j'avais peur de les relancer. Pareil pour la facturation. C'est sûr que en soi, savoir fixer son prix, c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure. Moi, je compare aujourd'hui les devis que je fais maintenant, où je fais 3 ans après, et les devis que je faisais quand j'étais à mon compte. Sur la même prestation, maintenant, parfois, je suis sur du x5 ou x6, parce qu'on n'a pas forcément conscience de sa valeur. Donc, et ça, c'est peut-être un des risques aussi
quand on est jeune, et c'est lié, je pense, à quelque chose qui est assez profond, qui est l'espèce de syndrome de l'imposteur. Moi, quand je me suis installé, c'est quelque chose qui était très fort en moi parce que je me suis dit: «Ouais, mais en fait, les j'espère que le client acceptera de travailler avec moi qui est jeune», et donc j'étais prêt un petit peu à me brader, quand j'ai commencé ma première année sur les prix, sur ce que je faisais. J'en faisais beaucoup plus. Voilà, j'essayais pour moi, j'avais du mal à comprendre. Pour moi, c'était pas logique qu'ils aillent me prendre pour les accompagner. Mais en fait, ça, c'est un raisonnement qui est complètement fallacieux, mais que beaucoup de jeunes ont. C'est ça, on l'imposteur en disant: «Bah non, j'ai pas beaucoup d'expérience et cetera, j'appréhende et c'est compliqué, et donc soit j'ose pas, soit je fais beaucoup d'efforts». En fait, voilà, ça c'est je pense qu'il faut sauter de la tête, ce côté syndrome imposteur, parce qu'en fait, vous avez 8 ans d'études, vous êtes, vous avez quand même une expérience, vous avez aussi votre personnalité, vous n'êtes pas plus bête qu'un autre, et donc vous êtes largement, en fait, capable et légitime à proposer des prix qui sont justes, à et à vous imposer, et s'ils vous prennent vous et pas quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, c'est pas parce que vous êtes moins cher, et c'est pas parce que, ou pas parce qu'il y a de la peine pour vous, c'est parce que vous avez des compétences, et vous avez peut-être quelque chose dans le relationnel, dans l'approche qui est différent des autres. Donc ça, c'était, voilà, en tout cas, je pense, un autre message, à vous faire passer, à titre, introductif. Maintenant, enfin, on s'était dit qu'on allait, avec Pauline, diviser un petit peu la présentation en 2 parties. Peut-être d'abord sur le niveau méthodologique, c'est-à-dire, enfin voilà, est-ce qu'il y a des clés, une méthodologie pour réussir à s'installer quand on est un peu plus jeune? Et ensuite davantage sur le mindset. Donc, voilà, dans quelle disposition, il faut se mettre intellectuel, psychologique, quand on veut s'installer, très jeune. Mais peut-être déjà ça m'intéresse, vous, dans le chat, pour ceux qui se posent la question de s'installer, hem, quels sont les freins aujourd'hui qui vous empêchent de le faire? Alors, il y a un sondage, qui démarre. Merci. Et pendant que que tous les participants répondent au sondage, si vous voulez bien, il y a une avocate qui posait plusieurs questions que tu vas aborder, je sais, est-ce qu'il y a un capital minimum pour s'installer? Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter? Est-ce qu'il y a des Mmh. prérequis nécessaires? Voilà, donc je te redis ces points pour que tu les aies en tête Mmh. quand tu répondras. Ouais, bah, Heu, on va y répondre à ça, hein, ça sera voilà. Exactement. Alors, les principaux freins, hem, hop. Donc, les moyens financiers nécessaires, donc effectivement, c'était la question que vous posiez, maître. Le manque d'expérience, le manque de préparation et de motivation et le manque d'accompagnement. Alors, je vous laisse, répondre encore 1 minute. Et c'est vrai que rejoindre ce que tu dis, chez Justifit, beaucoup de nos partenaires, avocats, de membres, se lancent à leur compte ou ont envie de se lancer à leur compte. Ils nous disent qu'effectivement les moyens financiers, c'est important. C'est Mmh. pour ça que les avocats qui sont dans des cabinets, bah, choisissent d'avoir une fiche sur Justifit pour développer leur clientèle par ailleurs. Ce qui est pas évident, c'est quand on est collaborateur, on a déjà beaucoup de travail, et pour pouvoir effectivement avoir les moyens financiers des clients qui leur permettent de se lancer. Mmh. Alors donc, 33 le manque d'expérience, 30 les moyens financiers nécessaires, 13 le manque de préparation et de motivation, et 23 le manque d'accompagnement. Voilà. Mmh. Bah, en fait, en réalité, ces réponses, elles sont liées pour la plupart, et c'est sûr que, en fait, enfin, le cabinet, c'est un cercle un petit quand on est collab, c'est un cercle qui est hyper, vicieux. Parce que concrètement, en tant que collab, bah, tu sors de l'école, tu rentres en collab, tu bosses beaucoup, tu fais du, 9h, 20h, ou, dans certaines matières, des gros horaires, peuvent être assez cycliques. Et in fine, si tu veux t'associer, on te dit: «Bah, il faut des clients». Ouais, très bien, ou t'installer, il faut des clients. Mais vu que j'ai bossé beaucoup et que j'étais pas présent,
et que j'étais sur les dossiers, j'ai pas eu le temps de développer, les clients. Et donc c'est pour ça qu'il faut trouver, on va dire, d'autres manières de faire, in fine, pour se développer. Et c'est vrai que l'appréhension, peut-être, on parlait de l'appréhension, le manque de motivation, le manque d'argent. Moi, je suis assez convaincu que l'installation ne se fait pas le jour où tu quittes ton cabinet, elle commence à se faire déjà lorsque tu es en cabinet. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais je connais plein de gens qui ont fait ça, j'ai rien inventé. Mais mon site web, moi, je l'avais déjà complètement fait quand j'étais dans mon cabinet. C'est-à-dire, enfin, en réalité, j'avais commencé à le faire à l'école du barreau et voilà, et je l'ai fait, vraiment, enfin, je le faisais du coup le soir, le midi, et cetera, en parallèle de ma collab. Parce que déjà, j'avais le temps, j'avais un salaire, j'étais pas pressé par le temps, et d'une part, d'autre part, voilà, ça me permettait aussi, moi, de tester des offres. C'est-à-dire, mon site, je voyais ce qu'il prenait, je voyais ce qu'il prenait pas, je voyais les pages qui marchaient pas, sur quoi me contacter. Et en fait, ça m'a permis vachement d'ajuster ce à quoi, voilà, ce à quoi j'étais. Enfin, c'est d'ajuster ce que je vendais et me dire, OK, est-ce qu'il y a un besoin sur ce que j'ai à proposer? Et une fois qu'on a fait ça, voilà, ça c'est plutôt, une fois qu'on a fait ça, c'est plutôt bon. Moi, Alors, je me permets de t'interrompre, il y a une question qui rejoint tout à fait ce que tu dis. Est-ce que la spécialisation, voire l'ultra spécialisation de l'offre proposée aux clients est pertinente lors d'un début d'activité à son compte? Donc là, ce que tu dis, c'est qu'en gros, il faut commencer avant de se lancer à son compte pour voir justement quelle est l'offre qui marchera. Il faut tester. Oui, c'est bien. Après, la question, c'est vrai, c'est est-ce que tu es généraliste ou est-ce que tu es spécialiste? Être généraliste, enfin, moi, je pense qu'un bon avocat, un bon avocat est généraliste par principe. C'est-à-dire que tu es capable de parler de tout. Et c'est bien d'être capable d'avoir une ouverture d'esprit et faire les liens entre les différentes matières. Après, la difficulté, c'est que dans la communication, parler à tout le monde, c'est parler à personne. Tu seras beaucoup plus... Parce que pour se mettre à son compte, pour s'installer, quand on est jeune, il faut se différencier. Parce que vu que tu ne peux pas te différencier sur l'année d'expérience, sur le réseau ou sur l'argent... Alors là, je t'interromps à nouveau, mais c'est la question qui vient juste après, donc je te la donne. C'est comment développer une clientèle dans des domaines où les potentiels clients recherchent des personnes expérimentées, par exemple en droit fiscal. C'est ce que tu dis. Alors, moi, je termine. Et je disais, voilà, si tu ne peux pas te différencier sur l'expérimentation, il faut que tu te différencies sur ce que tu as à vendre. Et te dire, OK, peut-être que je vais proposer une offre, un modèle économique assez particulier, assez spécial, qui va intéresser et qui va marcher. C'est-à-dire que, voilà, concrètement, peut-être que, certes, il y a... voilà, il y a des gens qui ont plus d'expérience, qui vendent du droit social, tout ça, etc., du droit du corporate et tout, OK, très bien. Est-ce qu'ils arrivent à capter tous les clients ou est-ce que les clients ne demandent pas parfois autre chose? Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, créer un produit d'appel un petit peu packagé, un petit peu simple, qui est facile à vendre, que vous avez un peu industrialisé, vous êtes capable de vendre peut-être à un prix inférieur au marché tout en restant rentable parce que vous avez réussi à toucher quelque chose. Donc là, en soi, il y a possibilité de se distinguer. C'est vrai qu'avoir des expertises assez pointues sur certains points clés, moi, je trouve que c'est des choses qui sont assez intéressantes pour se distinguer et trouver ce positionnement. En droit fiscal, moi, j'ai un copain qui s'était mis à son compte. Lui, à la base, il s'est mis il était formé généraliste fiscaliste, mais il y avait un domaine qui l'intéressait et dans lequel il y avait un tout petit peu de réseau, mais pas plus. Sans plus, c'était tout ce qui était droit, TVA équin. C'est-à-dire qu'il s'est mis à son compte sur la TVA sur les chevaux. Et il a communiqué à balle dessus, et il s'est fait sa clientèle et son petit réseau dessus. Parce qu'il avait des offres qui étaient assez intéressantes dessus. Moi, c'était des galops, j'en connais, voilà, sur certains domaines en matière data, tout ça, ils ont réussi à trouver leur truc. Donc en soi, avoir une expertise prononcée et capitaliser dessus, c'est le meilleur moyen de se faire identifier sur un marché.
parce que, voilà. Après, sur le critère des clients, est-ce que les clients veulent des gens expérimentés? Oui et non. C'est-à-dire que oui, instinctivement, tu demandes à un client: «Est-ce que tu préfères un avocat expérimenté que pas expérimenté?» Bah oui, tu préfères un avocat expérimenté. Après, ça dépend ce que tu as proposé. Et là et dans ces cas-là, ils peuvent te faire confiance. Il y a des petites boîtes, je veux dire, là on parlait droit fiscal, il y a tout un environnement des licornes, des startups et cetera qui cherchent pas qui vont pas forcément aller regarder, si tu es, qui vont pas forcément aller regarder si tu es, plus expérimenté que toi. Voilà, si ce que tu proposes est bien. Et et ce qui peut être intéressant, c'est aussi derrière de mixer, on va dire, nouvelles technologies et prestations. Moi, je connais pas mal de jeunes qui sont installés sur des problématiques, très RGPD et cetera, qui se sont maqués avec une plateforme et qui ont vendu, des services partagés, mi-plateforme, mi-conseil et sur lequel, du coup, ils ont réussi, à développer leur clientèle parce qu'ils avaient un service alternatif. Je pense aussi au droit social, c'est-à-dire que moi, demain, je me serais installé en droit social, moi, j'aurais souscrit à un truc style Agrumlo ou Légal, etc., qui propose des contrats en libre service et tout. Je l'aurais vendu en marque blanche à mes clients, moyennant des abonnements annuels, qui permet, moi, d'avoir une visualisation sur ma trésorerie et sur ce qui va tomber et une forme de récurrence, et pouvoir ensuite mettre un pied dans la porte, vendre du conseil beaucoup plus facilement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez, ça c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Donc il faut réussir à trouver cette singularité, il faut réussir à se distinguer et, et avoir un bon produit, c'est quelque chose qui me paraît en tout cas assez clé et important. Et on parlait du coup de produit, et là je parlais un peu de modèle économique. C'est vrai que c'est quand tu te lances, forcément, tu te dis, tu as cette appréhension de Heu, je risque de tomber, dans le grand bain, faut que je développe, j'ai pas de vision sur ce qui va rentrer dans les prochains mois. D'où l'intérêt de réfléchir dès le début à des modèles économiques qui sont un petit peu récurrents. C'est-à-dire, plutôt que de vendre à la presta, propose, des abonnements annuels, mensuels, annuels surtout, enfin voilà, comprenant un certain nombre de questions de prestations, et ça te permet quand même de voir les choses, venir. C'est-à-dire que voilà, avec la ça et du coup, potentiellement d'investir et d'avoir un petit peu moins le couteau à la gorge. Moi, globalement, voilà, j'essaie de m'arranger pour dans ce que je vends aujourd'hui, il y a des services managés, c'est-à-dire que, voilà, il y a les directions juridiques et souscrivent un abonnement, c'est triannuel où, ils nous externalisent un certain nombre de prestations. Et en fait, bah, là, tout de suite, tu es quand même beaucoup plus safe, tu es beaucoup plus rassuré et tu dis: «Je vais entamer l'année avec déjà, une vision sur ce que j'ai à proposer». Après évidemment, il faut avoir une bonne stratégie de communication, une stratégie de communication, enfin, en tout cas cohérente par rapport à votre cible, et c'est pour ça aussi pareil, oubliez l'expertise et pensez plus à la cible. C'est-à-dire que dites pas: «Je suis avocat en droit social, en droit fiscal, en droit pénal», dites-vous: «Je suis avocat au service de telle population». Des startups, des boîtes du BTP, des influenceurs, tout ça. Enfin là, je pense aux influenceurs, quand j'ai une copine là qui se lance en droit des influenceurs, elle était collab et voilà, elle a développé sa clientèle d'influenceurs, elle est visible dessus, elle l'a vachement marketé et elle se lance très jeune, sur ce sujet-là parce qu'elle est identifiée sur ce segment, et c'est beaucoup plus facile d'être en fait, quand tu es identifié sur un type de clientèle plus qu'une expertise, là, l'expérience, elle compte beaucoup moins, et donc c'est ça qui est super intéressant, et voilà, et en fonction de votre cible, vous allez communiquer sur les canaux qui vous arrangent, que vous souhaitez. Moi, aujourd'hui, ma clientèle à moi, elle est sur LinkedIn. C'est sur LinkedIn que je vais privilégier mes actions. Voilà, ma commu si toi, tes clients, c'est, du B2C, donc des consommateurs et cetera, tout ça, tu peux peut-être plus sur Instagram ou sur Facebook, voire sur TikTok. Il y a pas de bonne ou mauvaise plateforme. C'est tout est question de où est ma cible? Quelle est-elle? Quel type de réseau est fréquente? Et comment réussir à les toucher? Et après derrière, tu vas développer des formats, de communication pour les toucher. Voilà, si toi, tu es en manque de ce que tu si toi ton besoin, c'est être visible personnellement et d'avoir une grosse exposition et d'augmenter ta réputation,
tu vas développer des formats vidéo, soit des formats courts, soit de la vidéo YouTube comme moi j'ai pu faire, ou en tout cas des choses très, très incarnées. Si toi, ce que tu as besoin, c'est de développer ton réseau, moi demain, je devais me réinstaller et développer mon réseau dans un domaine, dans un secteur, je lance un podcast. Un podcast, c'est le meilleur moyen de rencontrer du monde et de te faire ton réseau et de ta légitimité. Tu interviews toutes les grosses têtes du secteur, et te présentes des gens, et in fine, et à la fin, en quelques mois, tu en fais un par semaine, en 3 mois, tu connais quand même des personnes clés dans le marché qui te présentent par la force des choses du monde. Donc moi, vraiment, je pense que je veux mettre à mon compte, 3 mois avant, je lance un podcast, je commence à rencontrer des gens, je me fais mon réseau, je commence à voir le truc venir, et ensuite tu continues. Ça, c'est vraiment un format clé. Pareil, les webinars, ce genre de choses. Ouais. Je t'interromps une seconde, Arthur, parce que je vois des questions d'avocats qui sont plus sur des clients particuliers que des entreprises. Ouais. Peut-être, je ne sais pas, que ce que tu suggères, c'est plus pour s'adresser à des directions juridiques ou à des Non, là, clients. là, je parle de tout. Hein. Je parle pas que direction juridique. Mais peut-être, là, moi, je vois une question, enfin des questions d'avocats qui demandent, qui disent d'un côté, un système d'abonnement n'est pas forcément possible pour des matières telles que du droit de la famille ou du droit pénal. Avez-vous des conseils pour développer dans ces domaines? Alors, moi, j'en ai, je vais y venir, Ouais. si tu veux bien. Et ensuite, un autre avocat qui demande: que pensez-vous du référencement payant lorsqu'on se lance pour tenter de capter rapidement une clientèle? Donc là, je vous répondrai, c'est pas pour, je sais, pour ma paroisse, mais on fait souvent des webinars, Bah, je parle rarement de Justify. Mais là, c'est vrai que dans le cas de, si vous voulez développer le droit de la famille, le droit pénal, je vous conseillerais et votre référencement sans payer une fortune à Google, je vous conseillerais d'avoir une fiche sur Justify. moi, je pense qu'il faut faire ça, notamment ça, mais pas que. C'est-à-dire qu'effectivement, effectivement, vous êtes sur du particulier. Les plateformes de mise en relation avec un client ont un intérêt. C'est dans le droit des affaires, ça n'a pas forcément d'intérêt parce que c'est pas la cible et ils vont pas aller chercher leur avocat comme ça. Mais tu es en famille, en pénal, etc. Oui, je pense que les plateformes de référencement, comme Justice, ou en droit étranger ou tout ça, les plateformes de référencement, c'est quelque chose qui sont assez intéressants. Avoir un site web, maintenant, c'est plus une option. C'est-à-dire que concrètement, c'est pas le site web qui fait que vous allez trouver le client, c'est le site web qui fait que vous allez rassurer. Aujourd'hui, c'est 54% des justiciables, je parle de justiciables vraiment particuliers, qui vont chercher leur avocat sur Google. Donc le site web, aujourd'hui, ça a un impact qui est essentiel, qui sert à rassurer le client. Et là, il faudra réussir à le rassurer dessus. Et c'est toute la capacité à trouver les mots qu'il faut et réussir à le structurer. C'est-à-dire, je veux dire, les justiciables, ce qui les caractérise, c'est parfois leur manque de maîtrise de sujets juridiques, un vocabulaire qu'ils n'ont pas forcément par rapport à nous, juristes ou professionnels habitués au monde du droit. Et donc, c'est réussir en tout cas à leur parler un petit peu, un petit peu différemment. Forcément avec un vocabulaire, avec du legal design potentiellement ou au langage clair. Moi, je suis convaincu que sur les réseaux sociaux, moi j'en vois, hein, par exemple, je veux dire, TikTok aujourd'hui est un super moyen de se faire des clients dans ces domaines-là. Moi, j'ai 5-6 expériences d'avocats qui sont en droit de la famille, en droit pénal, en droit aérien, en droit routier, qui explosent leur clientèle avec TikTok. Parce qu'aujourd'hui, TikTok, c'est une manière. L'algorithme est fait que quand ça prend, ça prend. Tu es vu par beaucoup de gens. La population, c'est pas des enfants sur TikTok. Hein. C'est aujourd'hui la moyenne d'âge sur TikTok, la moyenne d'âge sur TikTok, c'est 26 ans. C'est 26 ans, avec donc beaucoup, c'est une moyenne, donc beaucoup au-dessus, beaucoup aussi en dessous. Et in fine, moi, tous les retours d'expérience que j'ai d'avocats qui sont sur TikTok ou Instagram, c'est que ça marche. Donc, ça fait partie des réseaux qui sont pertinents. Après, la question va se poser de la presse, fait des références, parce qu'un client, il veut des références. Il veut être rassuré. Si toi, tu es dans le droit des affaires, davantage, ce qui va permettre de rassurer le client, c'est les autres références. C'est-à-dire que j'ai bossé pour un tel ou pour un tel. Ça va rassurer. Tu es dans le grand public. Ce qui peut rassurer le client, c'est les références presse. C'est les références médias. C'est-à-dire que, voilà, et là-dessus, aujourd'hui, c'est assez facile en réalité d'avoir des références presse. Je veux dire, n'importe qui
d'entre vous peut rédiger soit dans la presse grand public, parce qu'il y a des besoins juridiques tout le temps, soit dans la presse spécialisée qui donne quand même la parole assez facilement quand on a envie. Ça fait partie des points pour les rassurer. Moi, je sais que j'ai un copain qui est sur Justifit. Dès qu'il sort un article ou une vidéo ou une interview, boum, il l'upload sur sa page. Et il est pénaliste. Et voilà, ça marche. C'est vraiment une manière, en tout cas, de rassurer le client qui est assez importante et qui marche bien. Vous m'entendez toujours? Ouais. Voilà. Alors, il y a une question, d'avocate qui a déjà posé une question avant et je te l'ai pas, parce qu'on a fait un webinaire récemment avec Fleur d'avocat là-dessus, mais tu as peut-être une autre vision là-dessus. C'est comment faire pour gérer, donc on est collaborateurs, donc est probablement le cas de la moitié des participants. On a des horaires de dingue. Comment faire pour gérer des clients personnels? Donc cette avocate nous dit qu'elle a dû refuser des clients perso parce qu'elle n'avait pas le temps. Donc ça, c'est sa première question. Est-ce que tu as des conseils? Sa deuxième question, c'est est-ce qu'il vaut mieux s'installer seul ou s'associer avec un ou des amis? J'allais en parler. Bon, ben voilà. Est-ce que je peux, ouais, je vais commencer par la clientèle perso. Effectivement, la clientèle perso, en fait, il faut distinguer des trucs. Comment tu vas chercher le client et ensuite comment tu délivres la prestation. Aller chercher le client en soi, ce qui est bien, c'est qu'avec les réseaux sociaux, avec le contenu que tu vas faire en ligne, en fait, les réseaux vont travailler pour toi et ton site web, etc., vont travailler pour toi et in fine, ce sera beaucoup plus simple de développer en dépensant le moins de temps possible. Donc, je pense qu'il faut que toutes les vitrines soient standardisées. Après, pour réussir à traiter le client, évidemment, là, dans ces cas-là, il n'y a pas de solution type, c'est-à-dire qu'il faut réussir à le faire. Donc, deux manières de faire, là, ça dépend de ce que tu vends. Je ne sais pas dans quelle matière, mais on peut potentiellement penser à automatiser une partie de la production juridique. C'est-à-dire, et puis ça dépend. Et puis, par exemple, en perso, moi j'ai beaucoup d'exemples dans mon entourage. Ils vont décider de ne pas tout vendre. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, ok, très bien, moi je suis en corporate M&A, ou moi je suis en social, ou moi je suis en famille. Tiens, je vais essayer de vendre que, j'en sais rien, des divorces par consmute ou que des packs d'actionnaires statut avec quelques trucs, etc. Ou que des contrats X ou Y ou quelques procédures simples que je vais automatiser, standardiser avec par exemple des outils style Legal Pilote qui sont des outils où il y en a d'autres, qui c'est un peu du publipostage avec des scénarios des conditions que tu détermines. Et globalement, tu arrives à automatiser une partie de la rédaction et à gagner du temps. Quand tu développes en perso, moi, ce que je conseille, c'est de pas chercher à trop vendre, mais vendre des choses qui sont simples, faciles à faire, que tu peux scaler, sur lequel tu peux industrialiser. Donc comme ça va passer moins de temps pour des choses et ça te permet en tout cas de voir les trucs venir et après tu rajoutes des trucs au fur et à mesure. Après, la question d'être seul ou pas, là, c'est un sujet qui est très important parce qu'il y a deux réponses à apporter. Première réponse, oui, c'est toujours mieux d'être à plusieurs, de manière générale. Parce que je crois qu'il y en avait qui avaient des doutes par rapport, qui avaient appréhension par rapport à la motivation, tout ça, etc. C'est sûr que quand tu es indépendant pur, la motivation, tu l'as un peu moins, tu es un peu moins challengé, tu peux vite te laisser embarquer dans un confort ou dans un inconfort, tu peux vite te laisser déborder ou procrastiner et être à plusieurs, c'est sûr que moi je pense que c'est une des clés, de la réussite, d'une part. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réussir tout seul. Et quand même on est tout seul, mon message, c'est qu'on ne doit pas être tout seul. Et là, c'est peut-être un des points les plus importants, je pense, de cette session, c'est savoir s'entourer de partenaires. C'est-à-dire que, et tout à l'heure, je vous parlais d'une logique de cible plutôt qu'une logique d'expertise, et ça, c'est clé. Identifier tous les autres acteurs qui parlent à votre cible. Moi, par exemple, c'est les éditeurs de logiciels, c'est différentes associations, c'est des organismes de formation, c'est des consultants en recrutement. Ces acteurs-là, tu les maps, tu discutes avec eux et tu essaies de nouer des partenariats. Et moi, aujourd'hui, la moitié de ma clientèle, et c'était déjà le cas quand j'étais à mon compte, vient de l'apport d'affaires. Alors oui, je sais que c'est un mot qui est tabou, l'apport d'affaires, etc., mais l'apport d'affaires pas forcément rémunéré. C'est-à-dire que c'est réussir à créer un réseau
à créer un cercle de confiance, de recommandations, qui propose des choses qui sont complémentaires à vous, à la même cible, et vous réussissez à construire et à créer un écosystème. Aujourd'hui, ça peut être les experts comptables, ça peut être des incubateurs, ça peut être des institutions bancaires, ça peut être des associations de consommateurs ou autre chose. Il faut réussir à s'entourer. Ça, c'est quelque chose qui est clé. Parce que déjà, s'entourer, c'est pouvoir communiquer sur des références. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que vous n'avez pas, à cause du secret pro, vous n'avez pas le droit de communiquer sur vos clients. Par contre, la déontologie n'interdit pas de communiquer sur ses partenaires. Et demain, voilà, vous pouvez dire que je bosse avec l'incubateur de tel truc, avec l'association telle, avec tel autre confrère, tel expert comptable et tout ça, qui ne sont pas vos clients, mais qui sont des apporteurs d'affaires. Et vraiment, c'est essentiel de travailler dès le début sa stratégie partenariale. Je vous partage mon écran vite fait. Alors, il nous reste, j'ai le mauvais rôle du timekeeper, il nous reste 14 minutes. 14 minutes, très bien. Et du coup, moi, ça c'est un problème de coaching que je fais parfois pour des avocats quand je sens que le projet est cool, pour les accompagner, pour se développer en 3 mois. Moi, la première chose sur laquelle je fais bosser, c'est sur les partenaires. Parce que qui sont tes apporteurs d'affaires potentiels? Qui sont les gens avec qui tu peux t'appuyer? Parce que derrière, in fine, c'est pareil. Demain, vous voulez faire un webinar, vous voulez faire un article, vous voulez faire quelque chose. Le faire tout seul, c'est bien, mais vous allez toucher que votre réseau. Le faire avec des personnes qui ont une activité complémentaire à la vôtre, à 4 mains par exemple, et ben, c'est une manière de toucher beaucoup plus de personnes et qui fait que les personnes qui fait que le tiers de confiance, les clients du tiers de confiance auront davantage confiance en vous. Et donc ça, c'est important. Moi, demain, je sais pas, je m'installe en corporate, en social ou autre. Je veux toucher les PME. Moi, je bombarde les formats webinaires avec les experts comptables, avec tous ces réseaux-là, parce que c'est quelque chose parce que c'est une manière d'avoir des clients par ça, mais ça peut être aussi des confrères d'une spécialité qui est connexe à la vôtre. C'est-à-dire que voilà, la partie partenariale, c'est quelque chose qui est assez, en tout cas, qui est assez clé et qui est à prendre en compte vraiment dès le début. Là, ce qui était un exemple qui est intéressant, c'est que j'avais bossé avec une avocate qui était spécialiste en droit de l'environnement, qui se mettait à son compte et qui voulait toucher certaines boîtes qui font du risque, des trucs d'hydroélectricité, je ne sais plus exactement, c'était il y a 2-3 ans. Et en fait, elle n'arrivait pas à les toucher. On s'est intéressé à ce type de clientèle et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a plein d'autres acteurs qui leur parlaient, et notamment tout ce qui était bureau d'études. Et les bureaux d'études, eux, parlent vraiment, sont souvent d'ailleurs au début des projets. Et donc, du coup, on a fait toute une communication, non pas axée sur le client final, mais sur le bureau d'études, qui fait qu'elle s'est fait un réseau de malades dans ce monde-là, et qui fait que maintenant, les bureaux d'études la recommandent directement dans les projets, sans passer par... sans avoir à être mis dans la concurrence des avocats. Donc ça, c'est quelque chose qui est top. Après, voilà, bon là, c'était tout ce qu'on avait dit sur le business, etc. Forcément, voilà, le site web, ça fait partie des choses qui sont évidemment clés. Faut réussir aussi, évidemment, réussir à un petit peu industrialiser ce que tu fais. La stratégie de communication, bon, c'est pas webinaire sur la communication, mais on peut en parler pendant un petit bout de temps, mais globalement, moi, je considère que si vous voulez bien vous lancer, faut vraiment se poser toutes ces questions-là, avoir structuré une forme de minimum syndical, et même avec je pense que la durée à peu près dure 3 mois. En tout cas, ce qu'on constate, et je l'ai fait avec une vingtaine d'avocats, et globalement, en 3 mois, on peut réussir à avoir structuré, en tout cas, les bonnes fondations pour réussir à s'installer après. Donc voilà. Et donc le point qui était, est-ce que tu t'installes seul ou à plusieurs? Évidemment, tu peux t'installer. Et même si tu es seul, il faut que tu bosses à plusieurs. Tu peux pas juste être en front avec tes clients. Il faut trouver des amis qui t'envoient des partenaires qui t'envoient des dossiers, qui te recommandent. Il faut être dans les différents réseaux de mise en relation. Ça, c'est quelque chose qui est qui pour moi est assez clé et évident. Et ensuite, il faut réussir à te focaliser sur ce qui a de la valeur pour toi, d'où la question des outils.
le nombre de jeunes avocats, je vois, qui fonctionnent avec juste leur ordi, leur dossier, etc., qui n'ont pas de plateforme CRM, de gestion des dossiers, d'automatisation des factures, etc., je ne sais pas comment ils font. C'est quand même compliqué. Pareil, enfin, essayer d'automatiser voilà, la gestion des dossiers, la prise de rendez-vous en ligne, le suivi des projets, la signature des conventions honoraires, c'est des outils qui ne coûtent pas très cher, mais en réalité, qui vont faire la différence sur le temps et l'énergie que tu auras à mettre à droite à gauche. Après, on parlait, je crois que tout à l'heure, il y avait une question sur l'argent, je crois, le capital de départ. Alors, il nous reste 10 minutes. Ouais, bah, ça ira. Est-ce qu'il faut un capital Pour minimum? s'installer, je ne vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir, c'est quand même bien. C'est mieux d'avoir à minima 3 à 6 mois de trésor d'avance. Parce que forcément, même si tu veux développer des modèles de récurrence et même si tu as un petit peu d'avance parce que tu as commencé à signer des choses, si tu peux avoir 3 à 6 mois d'avance, je suis assez convaincu que ça fait la différence. Bon, après, moi, je connais plein d'avocats qui disent oui, je suis tout seul, j'ai réussi tout seul. En fait, on se rend compte que derrière, il y avait les parents, il y avait le conjoint, il y avait autre chose qui permettait de gérer. Ça, c'est une réalité. Hein. Il y en a plein, c'est comme ça. Partir vraiment sans un sou, même pour faire le site web, même pour faire tes hôtels, parce que c'est comme tout, c'est quand pareil, développer, il y a une relation, il y a une partie qui est très sociable. Moi, il y avait un avocat, un grand avocat, qui m'avait conseillé, et j'ai tenu son conseil, je trouve ça intéressant. Quand tu te lances, tu fais tous les jours à minima 2 déj clients par jour, enfin petit déj ou déj et dîner, truc, et il faut être capable d'avancer. Il faut être capable d'inviter. Et ça, forcément, c'est un peu de sous. Voilà, moi, alors oui, tu le déduis, hein, ça passe en frais, mais c'est quand même des vrais sous. Je pense qu'il faut à minima 3 à 6 mois de trésor d'avance. Et pour faire tout ça, pour les actions de communication de base, pour tes outils de base, pour potentiellement un bureau. Moi, je suis assez convaincu que même si on peut travailler chez soi, il n'y a pas de problème, mais que se mettre une pression avec un loyer, ne serait-ce dans un coworking pour un bureau, c'est une pression qui est saine. Ça te pousse à te développer. Moi, je sais que j'ai jamais été aussi bon en développement que quand j'avais la pression de payer des charges supplémentaires. Et du jour où j'ai pris un bureau, ça a complètement fait évoluer j'ai changé de paradigme en termes de chiffre d'affaires et de longue clientèle. Parce que ça te pousse à y aller encore plus, t'es dos au mur, t'as pas le choix. Et parce que derrière, moi je vois dans les cowork, tu rencontres pas mal de gens. Derrière, moi j'ai rencontré des clients au bureau par des connaissances là-bas, etc. Donc ça, c'est quelque chose, moi je peux que vous le pousser. Il y a des cowork d'avocats, hein, si vous voulez, je ne sais plus les noms exactement, mais il y en a à Paris, et pas qu'à Paris d'ailleurs, à Montpellier, il y en a aussi. Il y a des cowork d'avocats, il y a des cowork pas d'avocats. Je crois que déontologiquement, tu as des sujets de est-ce que tu as le droit d'aller dans des cowork. Après, tu as la déontologie et tu as la réalité. Hein. Tu peux avoir une boîte postale ailleurs et puis dans ton cowork classique. Après, c'est une question de pas vu, pas pris. Hein. Voilà. Mais et moi, voilà, je pense que 3 à 6 mois d'avance, c'est important. Je pense pareil que c'est plus facile de développer et de s'installer jeune quand on est en province que quand on est à Paris. Parce qu'en province. Pardon ? Non, j'avais dit. Alors, il nous reste 5 minutes. Ouais. Je te donne le mot de la fin, puis après, j'aurai un petit mot à ajouter. Comment est-ce que le mindset? Ouais, le mot de la fin, je pense être indépendantaux, voilà, comme je dis en introduction, c'est un mindset avant tout. C'est celle en fait d'un entrepreneur. C'est-à-dire que c'est pas d'un avocat, c'est un entrepreneur. Tu es là pour vendre ton produit, pour vendre ce que tu fais, t'es prêt il faut être débrouillard, donc être capable de se débrouiller, enfin en tout cas de faire avec 3 bouts de ficelle, essayer de faire le plus possible. Faut être résilient parce que le contexte n'est jamais bon, il y a des crises. Moi, je me suis lancé pendant le Covid, j'ai perdu mon premier client à cause j'avais signé pour un gros truc. Le Covid tombe, ça tombe. Ok, très bien. Donc, je me retrouve un peu dans la galère. Donc, il faut être résilient. Forcément, ça vous l'apprendrez pas, mais il faut travailler beaucoup, même plus. Moi, j'ai l'impression que depuis que je suis chez EY, je suis au Club Med. Alors que, voilà, parce que quand tu es indépendant, tu bosses le soir, tu bosses le week-end, tu donnes tout. Il faut avoir vraiment cette logique économique
et réfléchir sans cesse au modèle. Et ça, c'est important, c'est logique financière. Faut se remettre en question, faut pivoter. Moi, par exemple, voilà, j'ai changé plusieurs fois ce que je vendais parce que je voyais que ça s'apprend pas. Il faut être capable vraiment se dire, ok, bah, peut-être que si ça prend pas, c'est que le souci vient pas que les gens n'ont pas compris, c'est que ça vient de moi. Donc ça c'est hyper important. Faut utiliser tous les outils de l'entrepreneur, communiquer, pour communiquer notamment. Il faut et ça c'est important, voilà. Enfin, deux choses importantes pour terminer. Déjà, vous êtes légitime et arrêtez de vous excuser parce que vous êtes jeune. Ça, c'est un truc, ça je le vois beaucoup, vraiment. Quand on est jeune, on est tout aussi légitime qu'un autre. Et surtout, accepter que c'est une prise de risque et que ça ne veut pas dire que ça va marcher. Parce que dans tous les cas, comme je l'ai dit, il n'y a pas de bon moment. Il y a un risque. Il faut prendre cet aléa, il faut accepter les doutes et il faut y aller. Parce que si on attend qu'il y ait zéro risque avant de se lancer, on ne se lance pas. Parce qu'il y aura toujours le cas, il y aura toujours un problème. Et je suis assez convaincu que c'est lorsqu'on est dos au mur et qu'il nous faut vraiment de l'argent pour manger qu'on arrive à en trouver. Moi, c'est ça vraiment que j'ai compris. Moi, quand je me suis lancé, les premiers mois ont été durs. J'étais à 1 mois de lâcher. Et quand vraiment il me restait plus rien, c'est là que j'ai réussi à aller voir les bons partenaires, à être mis dans une grosse mission et pour m'être embarqué pour 6 mois. Et voilà, il y a un risque. Faut pas, vous allez vous baquer avec la méthodologie, mais faut accepter que tout ne se passera pas comme prévu, que tout peut changer. Et c'est ça qui est cool aussi, parce que c'est une belle. Moi, je trouve que voilà, on apprend beaucoup de choses et c'est plaisant. Donc voilà. Bon, bah, merci, c'est très alors il y a une dernière question auquel tu as pas répondu, qui était, pourquoi est-ce qu'il est plus facile de développer en province quand on est jeune? Est-ce que c'est parce que les coûts sont inférieurs? Qu'est-ce que tu pourrais Parce que c'est beaucoup plus être visible dans un bassin d'emploi qui est plus petit. D'accord, super. C'est-à-dire, tu peux vite, tu as beaucoup moins de. Tu as encore un rapport qui est plus personnel à l'avocat. Tu as ce côté. Je trouve que tu as plus l'avocat notable en province déjà qu'à Paris. Voilà, un rapport qui est plus personnel. Les réseaux, ils sont beaucoup plus identifiables. Tu peux très vite, beaucoup plus facilement te distinguer. Vraiment, moi, je pense qu'en province, on peut vraiment s'éclater. Et tu vois, dans les affaires ou le judiciaire. Si j'étais resté en social et que c'était à refaire, moi, je serais parti dans un tout petit barreau, enfin, dans un petit barreau. Moi, j'ai vécu un peu à La Rochelle. J'aurais pu très bien m'installer au barreau de La Rochelle ou dans des barreaux comme ça. Enfin, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des trucs très sympas. Super. Bon, merci Arthur. Donc, faire la différence, automatiser, structurer, avec du courage. En tout cas, merci pour ton discours qui est très enthousiasmant. Bon, moi, je reviens juste sur, si vous cherchez un outil ou des conseils, chez Justify, c'est ce que nous faisons. On accompagne Ouais. Et je se lancer. Et je précise, et c'est pas une question, je n'ai pas été payé par Justify, donc j'ai rien à dire de plus. Mais c'est pas de la pub, c'est pas de la pub corrompue entre guillemets. Mais moi j'ai un ami pénaliste, ça m'arrive, personne n'est parfait. Et mon ami et je sais que des retours d'expérience que j'ai dans ce type de matière justifient que ça marche. Donc voilà, il est conscient, il m'évoque le retour sur investissement là-dessus. Et je pense que voilà, ça fait partie des premiers moyens de faible investissement pour commencer à avoir des mises en relation. Donc là-dessus, je peux que vous y encourager si vous êtes voilà, dans des matières où vous cherchez à toucher les justiciables. Super. Merci Arthur, tu nous donnes la pêche. On se dit que tout est possible. Et donc, j'ai l'impression que toi, c'est sous l'énorme pression de payer des factures ou de presque rater que tu as su rebondir. Donc ça, c'est un bon Ouais, c'est quand j'étais dos au mur que j'ai commencé à gagner de l'argent. C'est quand j'avais plus de trésor. Ok. C'est là que je me suis dit, il n'y a pas le choix. Donc, tu y vas. Et j'ai mis l'exemple comme ça. Parce que Super. tu découvres des ressources que tu n'avais pas forcément. Super. Bon, n'hésitez pas à suivre Arthur sur les réseaux sociaux pour en apprendre plus. À nous contacter si vous voulez, comme dit Maître Vivien, développer votre clientèle, vous lancer. Et puis, quand nous fermerons la session, vous pourrez donner votre avis sur le webinaire. N'hésitez pas, puis on transmettra vos retours à Arthur. Seulement si c'est positif.
Seulement si c'est positif. Voilà, seulement s'ils sont vous dites que des choses positives évidemment et aimables. Et puis n'hésitez pas aussi à nous de dire sur quel sujet vous aimeriez avoir des webinaires. C'est avec vos retours qu'on contacte des intervenants comme Arthur pour organiser les prochains. Voilà. Merci beaucoup. Et puis on vous envoie le replay. Comme ça, vous pouvez le regarder à loisir, tranquillement. Merci. Merci à tous. Merci Arthur, à bientôt. Au revoir.